Fidèle auditeur du débat géopolitique sur la 106 FM, bienvenue. Chose promise, chose due. Nous recevons aujourd'hui deux anciens chercheurs, tous deux géographes et redoutablement expérimentés dans le domaine de la thématique migration et diaspora. Il s'agit du professeur John Igué et du docteur Hervé Kombieni qui viennent parler avec nous aujourd'hui de l'enrôlement des Béninois du Nigeria. Ce pays qui fait couler beaucoup d'encre depuis la fermeture de ses frontières terrestres avec ses voisins le 20 août 2019. Bonjour professeur John Igué. Bonjour monsieur. Et merci d'accepter notre invitation. Bonjour docteur Kombieni, Hervé. Oui, merci. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau également. Merci d'avoir accepté de venir jusqu'à Jeffa pour partager vos riches expériences avec nos auditeurs, les auditeurs de Soleil FM dans le domaine de la migration et de la diaspora. Nous parlerons aussi de la mission d'évaluation préélectorale conduite par les deux anciens chefs d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo et Goodluck Jonathan du Nigeria, pour le compte de la National Democratic Institute et de la Fondation Kofi Annan en Guinée-Conakry. Évidemment, nous analyserons avant la fin de cette émission le rendez-vous avorté de Pau en France après le massacre de 111 soldats nigériens dans la lutte antiterroriste dans la commune rurale nigérienne frontalière avec le Mali. Lamine Cissé également sur le plateau avec nous. Bonjour Lamine. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Fernand Zonano à l'animation. La mise en onde de l'émission est assurée aujourd'hui par René Tatou. Nous donnerons la parole aux auditeurs au numéro 64 44 02 44 et le second numéro c'est le 96 27 71 49. Le débat géopolitique avec Fernand Azonano et Lamine Cissé. À nouveau, bienvenue. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Professeur, vous l'avez entendu en introduction, notre compatriote, le président, l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo est à la tête d'une délégation avec son collègue Jonathan Goodluck du Nigeria pour aller évaluer le processus électoral en cours en Guinée-Conakry. Que vous inspire cette mission de la NDI et de la FKA? Merci monsieur le journaliste. Et je crois que c'est une bonne chose, toute démarche de médiation. La situation de la Guinée est préoccupante depuis longtemps. Vous savez, j'ai dit ça souvent aux gens, après 62 ans d'indépendance, ce pays n'a connu que 3 présidents, avec la parenthèse d'Adi. C'est très peu. En 62 ans, 3 présidents. C'est très peu. Quand notre collègue, notre camarade Conté est arrivé au pouvoir, nous étions tous très heureux parce qu'il fait partie de la FIANF. Et en devenant président, il a dit qu'il est le premier militant de la FIANF à être président en Afrique. Nous étions très heureux de cette déclaration, croyant qu'il allait respecter les exigences de la FIANF, qui sont fondées essentiellement sur 2 principes, la liberté et la démocratie. Donc nous croyons qu'il allait gérer la Guinée selon ces 2 principes. À notre grande surprise, nous étions très très déçus que ni la liberté ni la démocratie n'ont préoccupé notre camarade de la FIANF. Ça a été très douloureux pour nous. Il y a eu beaucoup de camarades de la FIANF qui sont allés vers Conté pour échanger avec lui. Les résultats ont été très très médiocres. Et à cause de cela, aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont laissé seul à la commande de la Guinée. Alors que quand il avait déclaré qu'il était le premier membre de la France à être président, nous étions très heureux de cela. On croyait qu'il allait mettre en place une gestion collégiale pour qu'on puisse l'aider à sortir la Guinée de cette difficulté démocratique. Aujourd'hui, il n'en est rien. Il fait comme les anciens présidents de la Guinée, qu'il a longuement combattu. C'est là le paradoxe du pouvoir en Afrique. Par rapport à ce paradoxe, moi je m'interroge aujourd'hui.
Très bien, professeur. On va revenir à vous, docteur Krombieni. Vous venez de l'entendre, le professeur parle de paradoxe africain pour la gestion du pouvoir des anciens opposants et qui, d'ailleurs, se sont érigés une carapace de modèle dans l'opposition. Dès qu'ils prennent le pouvoir, ils sont méconnus, méconnaissables. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup. J'ai été très surpris de remarquer que le président Conté, qui a eu l'occasion de vivre dans l'opposition pendant longtemps, prend le pouvoir et qui promet liberté et démocratie. Et subitement, on se rend compte que à un moment donné, d'ailleurs même avant de prendre le pouvoir, il avait déjà déclaré qu'il est surpris de remarquer que des gens aient pu faire 2 mandats et qui sont incapables de laisser le pouvoir. Cela a été affiché partout pendant qu'il était encore dans l'opposition. Il prend le pouvoir, il fait ses 2 mandats et il ne veut pas partir. C'est vraiment un paradoxe. Heureusement aujourd'hui qu'il l'a remarqué à partir des expériences des chefs d'État Nicéphore Segou et Goodluck Jonathan que c'est possible de faire volte-face, mais ça ne donne pas une leçon aux Africains qui devraient comprendre qu'à l'issue de 2 mandats et dans un pays où la démocratie a été prônée, où on a promis la liberté, qu'on pourrait effectivement laisser le pouvoir. Ça donne aussi une leçon amère à ceux-là qui veulent prendre le pouvoir et qui promettent un certain nombre de choses, d'avoir la possibilité de donner leur parole. Parce que lui, il a effectivement parlé, il a promis, on a cru en lui pendant qu'il était dans l'opposition, et subitement, il prend le pouvoir, il fait ses 2 mandats, et impossible de laisser le pouvoir parce qu'il a sans doute goûté le pouvoir, et c'est sans doute comme que à la touche, on pourrait avoir des propos qui pourraient rattraper l'individu. Mais je suis surpris, et c'est déjà mieux de l'accepter ainsi, qu'il a pu faire volte-face, qu'il a pu écouter les 2 présidents qui ont été envoyés par la NDA et la FK pour comprendre qu'effectivement on ne peut pas continuer à créer des soucis au peuple guinéen et qu'il fallait suivre et écouter correctement ce dont les expérimentés sont venus lui dire afin qu'il puisse comprendre que la démocratie doit continuer. Merci, docteur. Lamine Cissé, vous êtes de la société civile, et vous êtes également un expert des questions d'intégration régionale. Nous avons vu des déclarations, ça n'a pas tardé du tout, que ce soit au sein de la classe politique guinéenne, que ce soit au sein de la société civile guinéenne. La mission de de la délégation, la mission conduite par ces 2 anciens chefs d'État semble donner vraiment satisfaction aux Guinéens, à la population guinéenne. Parce que en fait, je crois que c'est parce que les institutions Est-ce un hasard? Parce que les institutions habilitées à le faire ont échoué. C'est la question fondamentale que je voudrais poser au professeur, le doyen. Parce que le rôle fondamental de la CEDEAO, c'est le rôle de prévention et de règlement des conflits. Absolument. Mais nous voyons dans tous les conflits en Afrique de l'Ouest, y compris le Bénin ici, on n'a pas vu nos institutions gérer ces conflits-là avec efficacité. Ils attendent qu'il y ait des morts et des morts. Moi, je m'étonne. Quel est le rôle fondamental de la CEDEAO? Est-ce que ça, c'est pas un échec de nos institutions? Effectivement, je précise aux auditeurs, Lamine Cissé est dans le rôle de co-animateur de cette émission avec moi aujourd'hui, en face des 2 scientifiques que nous avons sur le plateau. Et effectivement, la question, elle vient à propos, Lamine Cissé. On n'a pas vu du tout la National Democratic Institute monter au créneau dans la crise béninoise. On n'a pas vu la FKA, la Fondation Kofi Annan. On n'a pas vu des chefs d'État, même si récemment on a vu un chef d'État venir ici du Nigeria et mandaté par la CEDEAO. On n'a pas vu cet afflux, cet engouement de la communauté internationale derrière le Bénin depuis plusieurs mois. Comment expliquer ça, professeur Johnny Gay? C'est des questions extrêmement délicates. La CEDEAO a été créée non pas pour gérer la crise. La crise s'est imposée à la CEDEAO avec ce qui s'est passé au Libéria. Donc, elle n'était pas outillée dès le départ pour s'occuper des crises parce que sa mission, c'est le développement économique, essentiellement. C'est de faire en sorte que notre marché devienne un marché dynamique
et compétitif sur le plan international. C'est le rôle de la CEDEAO. Quand la crise du Libéria a commencé à menacer les conditions de développement économique, la CEDEAO ne peut pas dire que ce n'est pas mon mandat. C'est comme ça qu'elle s'est engagée malgré lui dans une affaire qui ne fait pas partie de ses premiers mandats. Donc on est dans cette situation aujourd'hui. Et à tel point que même l'UEMOA qui est venu après la CEDEAO, c'est dévié de sa première mission qui est le développement économique pour s'orienter aujourd'hui vers les questions de paix, parce que sans la paix, on ne peut rien faire comme développement économique. Mais je reste avec vous, professeur, parce que quand même, on a vu le cas de la Guinée-Bissau récemment. Oui. On a vu l'engouement que ça a suscité, comment la CEDEAO s'est positionnée véritablement pour régler cette crise de façon efficace. Et je reviens à la Guinée. Et cette mission de la NDI qui est partie avec la fondation Kofi Annan donne raison que c'est possible d'avoir des solutions à l'africaine dans nos crises, dans nos conflits africains. Pourquoi pas au Bénin? Vous savez, la difficulté de la CEDEAO à régler ces questions, c'est que les pays qui sont concernés sont aussi membres de la CEDEAO. Donc c'est ça qui complique la mission de la CEDEAO. Les pays-là sont aussi concernés par la CEDEAO. Donc il y a le risque de se froisser là-dedans. Donc la CEDEAO a généralement pris parti pour protéger les membres de l'institution. C'est pour cela que la CEDEAO n'intervient pas aussi rapidement. Ça encore en ce qui concerne notre pays ici. Elle est venue, hein? Oui, elle est venue. Elle est venue avec notre compatriote Bianzin. Absolument. Donc elle est venue. Mais c'est très difficile d'agir dans son propre pays. Si on est même membre si on est commissaire chargé de la question de sécurité de la paix. C'est ça que bien on a rencontré ici, et c'est pour cela que ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. C'est la première fois. Oui. Et puis, notre pays, ce qui se passe, c'est une surprise pour tout le monde, puisque nous étions considérés comme un pays modèle. Donc, par rapport à ça, les gens n'avaient pas pris des dispositions pour affronter le cas béninois. Vous comprenez? Donc, les gens pensaient que, compte tenu de l'importance de la société civile béninoise, la situation allait se régler d'elle-même. Mais c'est là où les bras baissent. La société civile béninoise est devenue morte aujourd'hui par rapport à la situation. Nous avons quand même entendu des ONG, des conglomérats d'ONG comme WANEP et qui se sont prononcés à plusieurs reprises. Professeur, je reviens à vous. Après, l'ami, si vous vouliez intervenir par rapport à ça. Je voudrais tout simplement rappeler aux auditeurs que c'est face à la crise du Libéria que les chefs d'État ont créé le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. C'est-à-dire chaque citoyen de la CEDEAO peut se lever dans un pays et dire je suis contre parce qu'il n'y a pas la démocratie, puisque étant des citoyens communautaires. C'est ce même protocole qui a donné à la CEDEAO de prévenir et de régler les conflits. C'est devenu effectif. Alors les exemples ont été donnés en Guinée-Bissau, au Mali, quand le militaire là a fait un coup d'État, la CEDEAO a fait un blocus pour dire rien ne rentre au Mali. Il a cédé. Au Niger également, avec le président Tanja, c'est la CEDEAO qui a intervenu. En Guinée-Bissau, la CEDEAO, il y a les forces d'interposition de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui organise les élections. En Gambie, on a contraint Yahya Jammeh de s'exiler. Mais alors, pourquoi la Guinée? Pourquoi au Bénin? Ça ne marche pas. Donc, ce problème-là, le professeur est en train de poser l'inefficacité de la CEDEAO, parce que les lois sont là, c'est de leur application. Les hommes pour appliquer ces lois-là. Alors, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que la CEDEAO n'est que le reflet des États qui les composent. Et le professeur le confirme, que la CEDEAO, les institutions de la CEDEAO, c'est la conférence des chefs d'État qui décide. Absolument. La commission de la CEDEAO ne fait que suivre. Absolument. Maintenant, président, vu la fragilité de la Guinée, vous savez, professeur, c'est sous le contrôle du professeur. La Guinée de Sékou Touré, c'est une révolution qui a été combattue. Ils ont rendu Sékou Touré dictateur. De telle sorte qu'il a été acculé par la communauté Peul. Il a déclaré la guerre aux Peul, ouvertement. Un État qui déclare la guerre aux Peul à une ethnie. Aujourd'hui, le cas de la Guinée est différent du cas du Bénin. Parce que la Guinée est ethniquement divisée. C'est un peuple qui est martyrisé. C'est le Nigeria prime.
Voilà, donc je crois Il y a que... plus entre Malinké, Soussou et Peul. C'est ça. Comme le cas du Nigérian Taoussa, Yoruba et Ibo. Donc c'est les situations similaires. Absolument. Et dans ces situations similaires, il y a un groupe qui est stigmatisé. Comme nous ne pouvons pas gérer le pays à cause d'abord de son influence économique et de son intelligence. Très bien. C'est le problème Peul en Guinée, ça. Tous les Guinéens, qu'ils soient Malinké ou Soussou, estiment que les Peuls ont déjà le pouvoir économique et qui sont extrêmement brillants. Laissez le pays à des gens comme ça, qu'est-ce que les autres vont devenir? C'est les combats. Je voudrais vous écouter, docteur Kombieni, sur l'approche adoptée par ces deux chefs d'État. Et juste après la publication de leur rapport, puisqu'ils ont déposé leur rapport le vendredi dernier, et il y a eu des réactions au sein de la classe politique où des gens ont beaucoup apprécié et la façon, la méthode utilisée par la mission, donc pour approcher les différentes parties, pour les écouter et pour proposer des solutions à l'africaine. Alors comment expliquez-vous, si c'est possible dans le cas de la Guinée, pourquoi avoir attendu autant avant de le faire après toutes ces morts? Pourquoi avoir attendu aussi dans d'autres cas, dans d'autres situations, dans d'autres pays, pour qu'il y ait des morts sans qu'on ne puisse chercher des solutions à l'africaine? En fait, les présidents qui résistent au pouvoir se disent en résistant, ils pourront toujours résister. Ils n'ont pas l'esprit que le peuple peut toujours résister aussi contre eux et qu'ils croient qu'avec l'armée qu'ils utilisent, le peuple à un moment donné pourra reculer et baisser les bras. Et ils pourront continuer. Alors, à un moment donné, quand ça continue comme ça et le peuple continue de résister, ça donne lieu à un ensemble de tueries qu'on observe et ça réveille un certain nombre d'observateurs et on est obligé d'intervenir. Et c'est ce qui a fait que la fondation Kofi Annan et puis la NDA ont dû déléguer Soglo Nicéphore et Goodluck Jonathan, deux anciens présidents, qui ont non seulement une expérience de la gouvernance des pays en période démocratique, ils ont aussi la connaissance du pays, du terrain plutôt, parce que les deux ont gouverné la CEDEAO aussi quand ils étaient au pouvoir, et ils ont utilisé cette expérience-là pour convaincre les acteurs qui sont en conflit sur le terrain, et cela a donné lieu à un recul, à un vote face, tel que vous l'avez souligné dans votre introduction, du président guinéen. Et donc, c'est normal que la population et puis les observateurs qui ont suivi cette démarche de ces deux présidents pour régler ce conflit, ces observateurs applaudissent et félicitent et demandent dans ce cas que ce genre d'expérience, ce genre de démarche utilisée par ces deux se renouvelle dans les pays en conflit pour permettre de perpétuer la paix et de permettre la liberté d'expression dans tous les sens aux citoyens, parce que en venant au pouvoir, les chefs d'État disent qu'ils sont venus pour consolider la démocratie, pour créer l'épanouissement des peuples. Malheureusement, quand ce on n'est pas toujours le cas. Merci, docteur. Oui. Nous allons clôturer sur cette note, mais avant, professeur, nous avons écouté le docteur Ousmane Kaba, qui est l'un des dirigeants de l'opposition du PADES, le président du PADES, qui a fait une déclaration très intéressante qui disait « Oui, nous apprécions l'arrivée de ces deux chefs d'État. Ils nous ont rappelé à juste titre que nous sommes en famille en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, et que quand il y a les prémices d'une déstabilisation quelque part, c'est tout à fait normal que des frères viennent se pencher sur le cas de la Guinée pour que les discussions soient possibles entre les différentes parties. » Et il a précisé qu'aujourd'hui, il y a deux enjeux majeurs en Guinée, c'est les élections législatives et en toile de fond, le problème lancinant le troisième mandat que Alpha Condé recherche à tout prix. Alors donc, est-ce qu'on peut dire que l'opposition et le parti au pouvoir, je veux dire la majorité au pouvoir, peuvent déjà conjuguer donc leurs efforts et les violents pour que la paix revienne effectivement en Guinée après cette mission? Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Oui. La situation de la Guinée, elle préoccupe tout le monde. Donc, ce pays est tellement riche en ressources minérales que
sa sécurité est toujours menacée. Le problème de la Guinée, ce n'est pas seulement le problème de la démocratie. C'est la même situation qu'on vit au Congo, en République démocratique du Congo. Et c'est là que cette citation de Gallieno se vérifie. La richesse de la terre crée la pauvreté des nations. C'est tout le problème de la Guinée. Le fait que Condé ne veut pas partir, c'est parce qu'il est rentré déjà dans le réseau mafieux Il a pris goût. de ceux qui exploitent les richesses de la Guinée. Et ces gens-là ne veulent pas qu'il abandonne parce qu'ils ont déjà scellé des pactes. Ce n'est pas seulement un problème entre Soussou, Malinké et Peul. C'est un problème d'intérêt lié à la manière dont on gère les ressources de l'Afrique. Merci, professeur. On va tourner la page de la Guinée et dire un mot rapidement sur la France. Lamine Cissé, on s'attendait, je veux dire, tout le monde s'attendait que les présidents, les chefs d'État du G5 Sahel se rendent à Pau en France pour y rencontrer Emmanuel Macron, le président français qui les a enjoint, convoqué Manu Militari de venir s'expliquer sur le désordre que nous avons opéré. Mais malheureusement, on a connu la mort de 71 soldats, le massacre, j'allais dire, de 111 soldats nigériens. On parlait de 13 soldats français qui faisaient donc miroiter la France, tourner la France comme une girouette partout, mais on a connu 111. Dans 111, on a combien de fois 13, Lamine Cissé? Finalement, c'est vous qui avez raison. Les morts de part et d'autre en France, ça fait très mal, mais en Afrique aussi, ça doit pouvoir faire mal aussi. Non, la France esclavagiste ne doit pas... C'est pas ça qui est le problème de la France. Parce qu'en fait, si la France est indignée, nous sommes déjà morts depuis longtemps en Afrique. Parce que les impacts de l'esclavage, de la colonisation, de l'impérialisme qui sévit jusqu'à présent. Parce que le problème du G5 Sahel, c'est un problème le professeur, ce qu'il a dit. Il a parlé de la Guinée, la richesse. Mais c'est la même chose. Tu sais, le Sahara est extrêmement riche en pétrole, en gaz, en uranium. Et il y a une mer d'eau douce souterraine à partir de Kidal. C'est ce qu'on appelle les sources. Les sources thermales. Voilà, thermales. Donc, c'est un jeu d'intérêt et une position stratégique. Parce qu'effectivement, l'Afrique est convoitée par les puissances. Aujourd'hui, il y a combien de sommets Afrique? On parlait France-Afrique, sommet France-Afrique, mais maintenant il y a combien de sommets? La Russie s'en est ajoutée. La Russie est venue la liste en récemment. force. Et les offres de ces pays-là sont beaucoup plus importantes que les offres, parce qu'ils ne viennent pas en colonisateurs, ils viennent en partenaires. Et la France a du mal à se départir de son boubou. Parce que la France n'est pas comme l'Angleterre. Ouais, dans tous les pays Angleterre, là, les rois sont là, les coutumes sont là, ils sont beaucoup africains, ils sont beaucoup libres dans, n'est-ce pas, la conduite de leur pays, que nous, les francophones assimilés. Donc la France a tout à jouer, sinon il perd. Maintenant, il faut utiliser la peur. J'ai dit la fois dernière que le Sénégal n'est pas exempt, puisque en 2023, nous allons être producteurs de pétrole et de gaz en quantité. En quantité, je vous dis. Et le problème de sécurité va se poser. Il faut qu'on prenne des dispositions dès maintenant. Maintenant, dites-nous, Lamine Cissé, dites-nous quelle est la solution finalement dans ce Sahel où armée française et armée locale malienne, nigérienne font chaque jour des frais, des meurtres, des massacres de dizaines de personnes. Quelle est la solution? Faut-il mettre fin à l'opération Barkhane et retirer l'armée française et réorganiser les armées de la région? Qu'est-ce que vous proposez? La France n'aimerait pas partir. Parce que quand la France va, les Russes vont venir. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut qu'on sache quel commandement il y a. Parce que le problème du Mali, j'ai dit à Kidal, pourquoi l'armée malienne n'est pas à Kidal jusqu'à présent? Pourquoi c'est la France et MNLA seulement qui sont là-bas? Est-ce qu'ils sont venus pour régler le conflit réellement? Voilà les questionnements. On va écouter le professeur Johnny Guy également. Professeur, aujourd'hui, beaucoup d'Africains, que ce soit des personnalités politiques ou de simples citoyens, réclament le départ de l'armée française, de la fin de l'opération Barkhane. Est-ce que les armées de la région, je veux dire l'armée malienne, l'armée burkinabère et nigérienne, ont la capacité de faire face aux djihadistes, aux terroristes? Merci. Tant que les puissances étrangères vont avoir le commandement de la sécurité au Sahel, il n'y aura pas la paix au Sahel.
C'est votre avis? C'est mon avis. Et je l'ai déjà dit à plusieurs personnes. Le jour, l'armée française, la coalition américaine, allemande, tout cela vont se retirer. Vous verrez que le djihadisme va cesser. Le problème est là, c'est un conflit qui oppose deux tendances autour des mêmes enjeux. Donc, comme les rapports de force ne sont pas les mêmes, les djihadistes ont trouvé une méthode efficace qui fait que tant que nous aurons affaire à deux armées, à organisations différentes, on sera là-dedans. Donc, la solution, et c'est pour cela que quand vous circulez dans le Sahel aujourd'hui, la majorité de la population est contre l'intervention étrangère. C'est ça le signe. Et la solution? La solution, c'est que l'armée étrangère se retire. C'est votre... Absolument, c'est que l'armée étrangère se retire. Est-ce que nous avons la capacité? Quand nos armées se font tuer comme ça, comme des mouches chaque jour, soit 11. Non, on a des circuits de médiation traditionnels. Il faut revenir à la tradition. Si on revient il faut revenir à nos valeurs. À ces circuits de médiation traditionnels, on va pouvoir s'entendre sur un minimum. Le problème de fond, qui fait que c'est compliqué, c'est la mort du Kadhafi. Voilà. Vous revenez là-dessus, oui, effectivement. C'est ça. Oui. Parce que au moment où Kadhafi vivait, Kadhafi assurait beaucoup de rôles de médiation sur la base des mécanismes traditionnels. Vous voyez comment est-ce qu'il a valorisé nos rois ici de son vivant, non? Donc, c'est sur ça qu'il faut revenir et donner la parole à qui de droit. Merci, professeur. Avec l'intervention étrangère aujourd'hui, les gens qui doivent avoir la parole ne l'ont plus. Merci, professeur. Docteur Combiani, juste un mot rapidement. Votre avis, votre proposition de solution, quelle est la solution dans le Sahel? Et le professeur l'a dit, est-ce qu'on peut espérer que ce conflit interminable et élastique soit géré dans les mosquées? La solution se trouve-t-elle dans les mosquées? En fait, le professeur a pratiquement tout résumé, mais il faut noter que la stratégie de guerre au Mali a trouvé ses limites et il faut nécessairement revoir les choses. Et c'est pourquoi il y a une question importante qui est celle-là. Pourquoi une armée ultra professionnelle comme celle de la France est bien équipée aux côtés de celle malienne n'arrive pas à faire face aux djihadistes pour en finir avec la situation. Dans un désert, quoi. Dans un désert. Alors, c'est pourquoi la population elle-même s'étonne et sa frustration est normale. Parce que dans une situation où, d'ailleurs, la France elle-même, elle a le devoir moral d'être aux côtés du Mali parce qu'elle a l'origine, avec certains pays occidentaux, de la situation, parce que mal géré, un conflit mal géré en Libye et en Algérie qui a donné lieu à tout ce que nous observons aujourd'hui. Alors, quand on voit tout ça, et puis la population s'oppose, moi je trouve que la réaction du président Macron dans cette situation, elle n'est pas véritablement liée au conflit et à la situation que nous observons. Elle est liée à la protection des intérêts des Occidentaux dans ces pays-là. C'est tout. Il voit son pays perdre quelque chose. Parce que si jamais ça perpétue, la plupart des entreprises, il y a quelques entreprises qui sont là-bas. Et ils ont des intérêts aussi en termes d'exploitation des ressources minières. Donc, quand la situation va perpétuer, il y aura problème. C'est pourquoi je suis d'accord avec ceux qui disent que l'appel du président Macron par rapport au président du G5 Sahel, en fait, ce n'est qu'une stratégie, parce que la France ne va jamais se retirer tant que ses intérêts sont là-bas. Et dans cette situation, c'est que on se rend compte que le problème qui se pose, et la France ne sait pas, peut-être qu'elle sait, mais elle ne veut pas aller directement devant elle ne veut pas toucher du doigt la réalité, c'est que si la situation perdure, si les conflits doivent continuer, c'est que elle va faire face à de nombreux migrants qui seront sur les routes de la France, sur les routes de l'Europe, qu'elle ne pourra pas maîtriser, et pas mieux avec le temps, on va noter un ensemble d'individus qui vont se radicaliser, et puis les foyers de tension vont se dérouler un peu partout, aussi bien au Sahel qu'en Europe.
Très bien. Merci de cette analyse. Nous allons continuer à suivre cette situation dans le Sahel. Nous revenons au sujet principal de notre émission de ce jour. Professeur Johnny Gué, nous avons décidé de parler de l'enrôlement des Béninois de la diaspora et précisément au Nigeria. Et c'est une décision prise par le gouvernement du Bénin suite à l'injonction justement du gouvernement nigérien, décision prise par le gouvernement nigérien depuis juillet dernier. Pourquoi cette décision? Y a-t-il des motivations cachées derrière? Pourquoi le Nigeria pousse-t-il aujourd'hui et pas avant à un recensement de toute la population étrangère se trouvant sur son territoire? Quand on allie cela à la fermeture de ses frontières terrestres avec les pays voisins, peut-on dire que le Nigeria est totalement dans une nouvelle option, non seulement économique, mais également diplomatique? La question que vous soulevez, elle est sérieuse et elle est à la fois sérieuse et biaisée. Qui est étranger au Nigeria? C'est la question du fond, ça. Qui est étranger au Nigeria? Répondez-nous, professeur. Écoutez, vous êtes spécialiste de la question. Quand sous Chagari, oui, on avait expulsé les étrangers au Nigeria. Ola Balogun, un des grands cinéastes nigériens, qui est de Badagry, et a posé la question de façon extrêmement claire et sincère. Moi, je suis originaire de Badagry. Badagry, c'est le prolongement du royaume de Porto-Novo. Qui est mon frère aujourd'hui au Nigeria? Entre mes parents pornoviens, moi-même d'origine Yoruba, et les autres que l'Europe nous a imposés comme frères, mais avec qui nous n'avons pas de lien historique. Qui est mon frère là-dedans? Mon frère, c'est mes parents de sang. Et cette question-là, elle est fondamentale. Qui sont les vrais Nigériens? Qui sont les vrais Béninois aujourd'hui au Nigeria? Je n'en connais pas, moi. Je vous cite un cas. Le Borgou est divisé en 3 grandes entités historiques. Boussa, Ilo et Niki. Boussa et Ilo sont au Nigeria. Niki est au Bénin. La plupart des rois qui règnent sur la terre de Niki viennent du Nigeria. Dans un contexte comme ça, qui est étranger par rapport à la communauté Bariba dans son ensemble? Je ne vais pas revenir au cas du groupe Yoruba. Qui est étranger dans ce contexte-là? C'est les grandes questions que nous aurons par rapport aux préoccupations du recensement. Vous allez recenser qui? En qualité de quoi? Moi, je connais beaucoup de Béninois qui vivent au Nigeria depuis bien longtemps. Oui, mais et qui n'ont aucun problème. Ils n'ont même pas de papiers. Et ils n'ont aucun problème parce qu'ils se sentent dans leur domaine historique et culturel. Alors, vous entendre, professeur, oui, la politique a perverti la notion de famille, de peuple et d'occupation territoriale de nos populations. Moi, mon point de vue, sans vous arrêter, oui, c'est que nos chefs d'État n'ont pas compris qu'il est temps de mettre fin à la logique coloniale dans la manière de gérer les peuples. Mais nous avons parlé d'intangibilité des frontières. Et pourtant, c'est pour cela qu'on a créé la CEDEAO. On a créé la CEDEAO pour minimiser, essayer d'amoindrir les cicatrices laissées par la colonisation. Vous comprenez? Donc le rôle de la CEDEAO, ça devait être comme le rôle d'un chirurgien qui fait la chirurgie esthétique par rapport aux balafres que nous portions dans les joues. Et les lignes là sont comme les balafres que nous portons dans les joues. Donc le rôle de la CEDEAO, c'est de gommer ces lignes. Et dans cette situation de gommage des lignes imposées par la colonisation et qui divise les peuples entre eux, quand on a fait la conférence de Berlin en 1985, combien de peuples africains ont été à Berlin? Personne. Pourtant, on avait de grands groupes à l'époque qui pouvaient être à Berlin. Est-ce qu'ils étaient invités? Qui va les inviter? Donc, on est dans ce jeu. C'est pour cela que je rappelle ici aux autorités africaines issues des indépendances de ne pas aller au-delà
de ce qui est réel. Il ne faut pas qu'ils se prennent au sérieux par rapport aux États-nations que la puissance coloniale leur a imposés. Ces États-nations sont des États inachevés. Donc, dans un contexte d'États inachevés comme ça, qui est Nigérien, qui est Béninois aujourd'hui? C'est la grande question qu'il faut se poser. Donc, le Nigeria... Donc, si on ne peut pas définir qui est Béninois, qui est Nigérien, comment est-ce que vous pouvez faire l'enrôlement, un recensement? C'est la question de fond, ça. Vous estimez que l'exercice est inutile? Absolument, c'est même scandaleux. C'est même scandaleux. Du point de vue, donc, de... Bon, écoutez, je vais vous citer un cas ici. Beaucoup de rois qui sont chez nous ici, on ne peut pas les introniser tant que les rois du Nigeria ne donnent pas l'autorisation. Comment Sakete? Oui. J'étais à l'intronisation du roi de Pobé, du nouveau roi de Pobé. C'est ça. Et le roi de Badagry ne peut pas être intronisé si la famille de Porte-Novo n'est pas là. Alors, dans un contexte comme ça, qui vous allez recenser comme Béninois ou comme Nigérien dans ce contexte-là? Docteur Kombieni. Non, il faut dépasser nos rêves. Il faut dépasser nos rêves. Et puis, je vais vous dire, c'est parce qu'on n'a pas l'histoire en tête. Quand il y a eu expulsion en 84, les Béninois n'étaient pas menacés comme les autres peuples, parce qu'ils étaient dans leur zone culturelle et les Nigériens les ont protégés. Pour dire, vous ne pouvez pas partir, vous êtes nos sangs. C'est comme ça. Quel Bariban va expulser à Boussa ou à Ilo? C'est la question de fond. Professeur, merci. Je veux, avant de vous... Vous savez, avant de donner la parole... Le roi actuel de Nyanchikira, oui, il a été élevé du côté béninois, il est plus francophone que toi et moi. Alors, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on va faire pour dire à ce roi de Nyanchikira, qui est sur le territoire nigérien, d'expulser ses frères Bariba sous le prétexte qu'ils sont béninois? Professeur Higué, est-ce que des gens comme vous ont été associés ou tout au moins consultés dans le processus de préparation de cet enrôlement, de cette opération? Si oui, qu'est-ce que vous leur avez conseillé? C'est vous qui m'avez annoncé la nouvelle. On avait fait un forum ici depuis 2017 pour dire que il faut recenser les Béninois partout dans le monde. Et en prélude à ça, moi j'avais fait une étude sur les Béninois au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Gabon pour le FUNIAP. Et l'étude a fait l'objet d'un livre dont la popularisation a été assurée par le ministre Eouzou Jean-Marie devant un parterre de diplomates. Donc, ça là, c'est des tentatives. Mais quand je voulais me faire mes enquêtes au Ghana, j'ai eu tellement de problèmes à cause des liens historiques. On a dit qu'on va essayer d'étendre ça sur l'ensemble du monde, ce qui est un bon exercice. Mais on ne s'est jamais entendu entre l'INSAE et moi-même sur la méthode à utiliser. Néanmoins, l'État béninois a mis 350 millions dans les mains de certains recenseurs. Ils se sont promenés dans le monde. Vous mettez en doute déjà la fiabilité des résultats. Mais ils n'ont pas eu de résultats. Ils n'ont pas eu de résultats. Donc on doit tenir compte de ça. Ils n'ont pas eu de résultats. On a gaspillé 350 millions pour rien. Docteur, combien? Pas de résultats. Les gens se sont promenés. Écoutez, ils sont partis à 15 au Japon. Ils ont trouvé 10 Béninois au Japon. Ils sont partis à 10 à Accra. Ils ont trouvé à peine 70 gars et Béninois au Ghana. Qui va accepter ça? Ils se sont promenés, ont dépensé l'argent, mais il n'y a pas de résultat. Donc, moi, c'est vous qui m'avez informé de cette entreprise de recensement des Béninois. Mais pourtant, ça a été publié, diffusé largement sur tous les médias au Bénin. C'est vous qui m'avez Ok, donc, professeur, nous allons vous écouter parce que vous êtes également du domaine. Et techniquement, qu'est-ce que c'est que l'enrôlement de la diaspora d'un pays? C'est quoi cet exercice et en quoi l'opération est-elle importante pour le développement d'un pays comme le Bénin? Alors, merci Fernand pour cette question. Avant de répondre, je vais dire un mot rapidement pour soutenir une idée que le professeur a évoquée. Lorsqu'on parle du royaume de Niki, jusqu'à aujourd'hui, cela s'étend sur des kilomètres dans le Nigeria. Et le roi de Niki, il commande jusque là-bas, jusqu'aujourd'hui. Donc aucune frontière ne peut séparer ça? Non, c'est historique. Ce n'est pas possible. Donc,
c'est difficile effectivement de commencer par dire vous n'êtes pas nigérian, quittez le territoire. Alors pour revenir à votre question, le gouvernement a dit recensement. Le recensement, c'est une opération qui consiste à dénombrer la population sans omission et sans décompte. Ça veut dire qu'on ne laissera personne, on ne prendra pas quelqu'un 2 fois. Cela signifie que pour réussir le recensement, il faut aller chez des individus. Ce n'est pas les individus qui viennent chez vous. Absolument. Première chose. Absolument. C'est Donc, totalement contraire à ce que nous voyons actuellement au Nigeria. Bien sûr. Quand on faisait le recensement, le LGPH au Bénin, ce sont les agents qui vont dans les domiciles des gens pour les recenser. Parce que tant que l'individu doit se déplacer pour venir vers vous, il va trouver des raisons et il ne va pas trouver important l'opération. Ce qui fait que c'est normal. Pour ce cas où ils ont formé 200 personnes, tels qu'ils ont dit, j'ai vu les annonces, ils ont formé 200 personnes, qu'ils ont envoyé sur le territoire nigérien, ils ne pourront pas, vous voyez, de Lagos jusqu'à Kano, vous voyez, c'est pratiquement du sud au nord. C'est déjà long. Est-ce qu'ils peuvent aller dans tous les foyers de plus de 2 millions de personnes au Nigeria? Est-ce qu'ils peuvent être à des endroits où les Béninois viendront vers eux? Surtout qu'il y a le problème de terrorisme actuellement, de criminalité, Bien sûr. dans des poches de criminalité Bien à sûr. l'intérieur du pays, Bien des sûr. zones difficiles d'accès à l'intérieur du Nigeria. Oui. Je Mais là- vais vous dire ceci, c'est pas pour arrêter mon collègue. Oui, professeur Johnny Gay. Il y a un aspect diplomatique là-dedans. Si vous ne réglez pas cet aspect diplomatique, vous ne pouvez rien faire. Oui, lequel là? C'est-à-dire, est-ce que le Nigeria les a autorisés à se promener à Sur son l'intérieur- territoire. sur son territoire Partout. partout pour enquêter qui que ce soit? Dites-nous, professeur, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça la situation aujourd'hui? Donc Nous sommes allés en promenade. franchement, c'est pour Il n'a cela pas que dit ça. la première expérience qui a eu lieu après tous les forums, les gens sont allés en promenade. On va- Ces gens on sont va- allés en promenade. dans ce cas, on va Et écouter- puis il dit une chose qui est extrêmement importante. Vous savez, le recensement, c'est le contrôle effectif de ce qu'on a vu. Or, je vais vous dire ceci. Moi, j'ai fait une étude sur l'état d'Oyo, sur les Béninois. Vous Avec étiez- Helvetas avec Suisse, Helvetas. je confirme. Donc, moi, j'ai été vivre dans les fermes avec les Béninois à travers leurs associations. C'est comme ça qu'on a pu obtenir les informations chiffrées qu'on a. J'ai été vivre dans les fermes avec les Béninois à travers leurs associations. C'est leurs associations qui m'ont introduit. Et ces associations comportent 2 volets. L'association des hommes et l'association des femmes. Donc, la méthode, elle n'est pas celle que applique l'INSAE. Or, les 200 000 agents que l'État veut, elles ont été formées par qui? Par l'INSAE. Ça ne marchera jamais. Distribuer les fiches, à qui où est-ce que vous allez les trouver pour les distribuer les fiches? Et puis, est-ce qu'ils sont capables de remplir les fiches? C'est la question de fond. Il faut, la méthode pour recenser les Béninois, si on veut faire, elle existe, mais pas par l'INSAE. L'INSAE ne pourra jamais obtenir quoi que ce soit comme résultat fiable. Je l'ai dit de haute voix. Nous sommes allés dans le décor. Bon. On va prendre les auditeurs. Les numéros à appeler, c'est le 64 44 02 44. Le second numéro, c'est le 96 27 71 49. En attendant le premier auditeur, docteur Combieni, vous étiez en train justement de développer sur la technique. Alors, dans le processus, je rectifie, c'est 200 enquêteurs formés dans le contexte. Première chose. Deuxième chose, le professeur, en parlant de l'élément de la concertation diplomatique, c'est plutôt des agents qui seront sur place et les Béninois iront vers eux pour se faire recenser. Dans les consulats, justement. Oui. Nous allons prendre le premier auditeur qui est en ligne. On va prendre le premier auditeur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous appelez d'où et... Bonjour. Oui. Bonjour aux dites-moi. invités. Bonjour. Oui, c'est monsieur Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Oui, je voudrais intervenir dans le débat. Allez-y. C'était juste pour accompagner monsieur Lamine, le professeur John Higué. Et surtout, il y a un problème qui est un peu pertinent dans ce que monsieur Lamine Cissé dit chaque fois, quand il s'agit de la CEDEAO. Il dit souvent de régler les problèmes d'abord, d'éviter les crises à l'intérieur des États.
avant de parler de lutter contre les djihadistes, les terroristes et consorts. La CEDEAO, il faut voir la CEDEAO qui avait intervenu en Gambie entre-temps. Cette même CEDEAO avait intervenu, et effectivement, au temps de Mamadou Tandja au Niger. Mais cette même CEDEAO est incapable d'agir au Togo tout près ici. Cette même CEDEAO est incapable d'agir au Bénin tout près chez nous ici. Mais vous voyez, quand c'est comme ça, est-ce que la CEDEAO peut intervenir, peut dire quelque chose que le président Condé peut respecter? Donc c'est une CEDEAO des 2 poids 2 mesures. Effectivement. Merci Jean-Pierre. On va prendre un autre auditeur. Notre temps file. On sera obligé donc de prendre rapidement d'autres auditeurs, permettre à d'autres personnes de réagir. Oui, un autre auditeur en ligne. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, mon cher ami. Votre nom, vous appelez d'où, votre question? Je suis Bernard Flavien Fouda. Oui. Je vous appelle de Baïkon. 3 petites questions. Oui. Est-ce que le président Soglo a fini de régler dans son pays les problèmes liés à la démocratie, comme il a l'habitude de le dire, avant d'aller sortir la Guinée du secteur démocratique? Deuxième question, quelle crédibilité porter à sa médiation dès lors qu'il ne milite pas à l'apaisement des tensions dans son pays? Et troisième, pour finir, nos pays colonisateurs ne sont-ils pas la base des maux dont souffrent les pays africains? Merci et bonne émission à vous. Merci bien. Autre auditeur en ligne, sinon nous allons revenir en studio rapidement. Mais moi je voudrais qu'on me recentre un peu. Oui, un autre auditeur, on va le prendre rapidement. Nous allons prendre l'auditeur. Oui, bonsoir le plateau. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où? Je m'appelle Eric Dessous de Porto Novo. Eric Dessous, oui. Non, je vois vraiment des idées pertinentes émises par les uns les autres sur le plateau là. Surtout questionnaires auxquels vous les avez soumis. Et vous voyez, j'ai l'habitude de dire que nous sommes à la fin d'un cycle. Et j'en veux pour preuve l'ébullition qu'il y a dans tout le monde entier. C'est la preuve que les modèles de vie que les Occidentaux nous ont imposés à toute l'humanité ont montré leurs limites. Et le moment est venu pour qu'il y ait un remue-ménage naturellement. Puisque ce monde ne nous appartient pas, c'est quelqu'un qui l'a créé, c'est un créateur créé. Donc, sa volonté prévalera sur la nôtre. Et pour cela, c'est lui qui a le dernier mot. Quand il sent le monde au bord du gouffre, il intervient et il remet les choses dans le sens de la marche. C'est une contribution. C'est ça qui est en train de se passer maintenant. Dans le monde. Les vieilles habitudes qui ont conduit l'humanité, donc au bout du groupe, seront remises en cause. Merci bien. Merci, monsieur Eric Dessous. On vous a bien compris. Merci. Nous allons revenir en studio. Je voudrais laisser le docteur Kondieni terminer. C'est dans le même sens. Une minute. Il finit et puis je reviens à vous la minute. C'est dans le même sens. Parce que j'ai un problème entre recensement et enrôlement. Voilà. Parce que dans ma compréhension, l'enrôlement, c'est donner des pistes d'identification à quelqu'un. Oui, oui. Mais le recensement, c'est pour quantifier. Quantifier, oui. Alors donc, j'ai l'impression qu'il y a... Tu as parlé de l'enrôlement. Apparemment, la mission qui est partie au Nigeria a parlé d'enrôlement, notamment avec le RAVIP. Donc, il faut clarifier cela, parce que c'est extrêmement important. Et ensuite, professeur, je voudrais... Parce que on est en train de régler le problème d'une façon spécifique. C'est-à-dire que Nigeria, Bénin. Mais dans le cadre global, est-ce que le problème de sécurité, le Nigeria n'a pas dit le problème veut identifier qui est sur son terrain à cause de Boko Haram pour pouvoir régler les problèmes de sécurité? Merci, parce qu'on ne peut pas chercher les Béninois. Merci, Lamine Cissé. Du Nigeria, c'est pas possible. Docteur, est-ce le RAVIP, même le RAVIP, c'est le recensement à vocation d'identification de la population RAVIP, c'est ça. Et est-ce que c'est le RAVIP? Est-ce que c'est un recensement d'autres techniques plus compliquées, complexes que le RAVIP? En fait, quoi le gouvernement béninois a utilisé les deux termes, recensement et enrôlement. Donc, ils veulent profiter de l'occasion pour connaître le nombre de personnes qui y a sur le territoire nigérien et en même temps profiter de l'occasion pour leur donner des cartes pour qu'ils aient des titres de séjour ou bien qu'ils puissent rester et pour qu'ils aient au moins un séjour comme avec un visa. Alors pour eux, c'est que premièrement, il faut avoir un acte de naissance. Vous vous faites enregistrer directement quand vous avez l'acte de naissance.
Ensuite, quand vous avez le récépissé RAVIP, vous faites aussi enregistrer. Ceux qui n'ont rien du tout se font enregistrer sur témoignage. Et malheureusement, il y a une situation qu'ils ont placée aussi devant qui ressemble à un blocage, notamment autre condition, c'est que il faut, pour bénéficier de la carte, de l'acte de naissance, ou bien de la carte biométrique, aux normes de CEDEAO, il faut débourser 8 000 naira, ce qui équivaut à 14 000 francs CFA. Ce qui devient une contrainte. Ce qui devient une contrainte. Oui. Et il faut débourser 2 500 naira pour les enfants qui auront des cartes qui n'avaient rien, ce qui équivaut à 4 000 francs. Merci, docteur. Alors, ça fait que dans cette situation, ce montant en plus doit être versé dans une banque et c'est avec le récépissé que vous montrez avant de bénéficier à l'opération. Dans quelle banque? Au Ça fait Nigeria que, ou oui, au au Nigeria. Au Nigeria. Ce sera pas vrai. Je crois que l'émission est terminée. Professeur, c'est mathématiquement, logiquement impossible. Avec ce que nous venons d'entendre. En fait, je vous ai déjà dit que en 2017, on a dépensé 350 millions pour payer le voyage de quelques cadres de aventuriers. Mais qu'est-ce que ça a donné? Demandez-leur ça. Qu'est-ce que Merci, ça a donné? professeur. Mais là aussi, on va dépenser des millions pour rien. L'émission est terminée. Franchement, Malheureusement, l'émission est terminée. L'ami Cissé, votre Au dernier mot. Sénégal, on a fait Pour rien. les cartes d'identité Vous voyez, non? biométriques gratuites. Ils vont aller dans Merci, dans merci, la l'ami banque. Cissé. Un mot à celui qui a posé des questions, Bernard Fouda, Flavien Fouda, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Il apprécie le fait que vous dites que les problèmes doivent être réglés en interne. Non, il a raison. Oui. Il faut que nous réglons les problèmes à l'interne d'abord dans chaque pays, Oui. parce que ça fragilise. Et pour Soglo, la crédibilité de sa mission. Non, ce n'est pas la même mission. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission, vous pouvez la réécouter sur le site de la radio. L'adresse c'est www.soleilfmbenin.com. Nous avons reçu le professeur John Igué et le docteur Kombieni pour parler de l'enrôlement des Béninois de l'extérieur. L'ami Cissé m'a accompagné. Merci. Ne partez pas. Voici le journal de la rédaction de Soleil FM.